Yassa Solus, je suis Stan Volk et bienvenue sur Hellenikos Cosmos. Et bienvenue dans ce 4e épisode de notre voyage sur la Grèce moderne. Dans l'épisode précédent, nous avions vu la lutte héroïque des Grecs pour l'indépendance et la difficile gouvernance de Capodistria pour poser les bases d'un État moderne avant qu'il ne soit assassiné. Aujourd'hui, pour ce 4e épisode, nous entrons dans une nouvelle ère, celle de la monarchie d'Othon, premier roi de Grèce. Une période pleine d'espoir, mais aussi de frustration, marquée par l'influence étrangère, la centralisation du pouvoir, mais aussi par l'émergence d'une idée qui traversera tout le 19e siècle, la mégalée-idéa. Entre 1828 et 1831, Ioannis Kapodistria dirige la jeune Grèce indépendante. Mais en 1831, il est assassiné. Ce meurtre plonge le pays dans le chaos et ouvre une période d'incertitude. Pour éviter que la Grèce ne sombre à nouveau dans la guerre civile, les grandes puissances, la France, le Royaume-Uni et la Russie, décident de mettre en place une monarchie absolue de droit divin, conformément au protocole de Londres. Le prince choisi est Othon de Bavière, le deuxième fils du roi Louis Ier de Bavière, un grand philhellène. Son choix n'est pas anodin, la Bavière ne faisait pas partie des grandes puissances, ce qui donnait une impression de neutralité, sans favoritisme pour une puissance particulière. En attendant son arrivée, entre 1831 et 1833, le pays est gouverné par une commission des puissances. Puis, début 1833, Othon arrive à Nauplie, capitale provisoire de la Grèce. Mais il est encore mineur, il est donc accompagné d'un conseil de régence, de fonctionnaires et d'un corps d'armée, tous venus de Bavière. Les Grecs sont alors écartés du pouvoir. Pire encore, les Bavarois affirment dès le départ qu'il n'y aura pas de constitution. Ils imposent une monarchie absolue avec un gouvernement très centralisé. Cette période prend un nom, la bavarocratie ou xénocratie, littéralement le pouvoir des étrangers. Pour donner l'illusion d'une participation grecque, les Bavarois créent le Conseil des secrétaires, une sorte de cabinet grec. Mais en réalité, vous l'aurez compris, ce conseil n'a aucun pouvoir. La vérité, c'est que les Bavarois connaissent très mal la Grèce et ses réalités. Quand ils arrivent, le pays est dans un état lamentable. Économie fragile, population épuisée, territoire réduit et morcelé. Les grandes forces vives de la nation se trouvent en dehors des frontières de l'État, dans la diaspora grecque. Les puissances étrangères profitent de la faiblesse du jeune royaume pour mieux l'assujettir. La Grèce n'a indépendant que le nom. Cet assujettissement passe par deux leviers. Les prêts bancaires qui enchaînent le pays à une dette abyssale et l'ingérence directe des grandes puissances à travers les 3 partis politiques autorisés, le parti français, le parti anglais et le parti russe. Mais ces 3 puissances n'ont pas les mêmes intérêts. La Russie, qui voit l'Empire ottoman comme un grand homme malade, rêve de son effondrement pour accéder aux mers chaudes. Tandis que le Royaume-Uni, lui, préfère maintenir l'Empire ottoman pour préserver l'équilibre en Méditerranée. Dès le départ, la Grèce devient un enjeu de rivalité internationale. En ce qui concerne l'organisation administrative et la justice, le royaume est organisé en 10 préfectures, elles-mêmes divisées en éparchies, puis en dèmes. Les élections locales sont au suffrage censitaire, c'est-à-dire que seuls les riches citoyens peuvent voter, et les fonctionnaires, eux, sont nommés directement par le roi. Dans le domaine de la justice, on crée des cours d'appel et une cour de cassation. On introduit le droit romain tel qu'il était appliqué en Allemagne. Pour l'Église grecque est proclamée autocéphale, indépendante, mais sans accord du patriarche de Constantinople. Cela crée une rupture douloureuse avec l'Église mère. En réalité, l'Église de Grèce est placée sous le contrôle du roi, qui nomme les évêques. Une manière pour les Bavarois de limiter l'influence de la Russie, également orthodoxe. Concernant l'enseignement, Kapodistria avait déjà lancé des écoles. Sous Othon, on organise un véritable système éducatif avec écoles primaires et secondaires. Et en 1837, on fonde l'Université d'Athènes, installée dans le quartier du Plaka, pluridisciplinaire dès sa création. Pour l'armée, Othon arrive avec son armée bavaroise. Les vétérans grecs, héros de la guerre d'indépendance, sont écartés, licenciés et même privés de revenus. Certains, comme Kolokotronis, sont poursuivis et accusés de trahison avec la Russie. La population est indignée. Finalement, ils seront graciés. Concernant les finances, le régime fiscal bavarois est encore plus dur que celui des Ottomans. Malgré des impôts écrasants, l'État est toujours en banqueroute, car l'argent part dans l'administration et le remboursement des prêts étrangers. Enfin, pour la vie politique et la société se limite aux 3 partis liés aux grandes puissances.
tous sont corrompus et dépendants de pots de vin. Dans la société, la majorité des terres appartiennent à l'État, il faut payer un loyer pour cultiver, la production agricole couvre à peine la moitié des besoins du pays, on cultive céréales, raisins secs, huile d'olive, tabac, coton. Le commerce, lui, reprend avec comme principal port Syros, bientôt rejoint par le Pirée et Patras. À Athènes, devenue capitale en 1834, de grands travaux sont entrepris. Le bâtiment de l'université en 1842, la Banque nationale, l'Observatoire, l'Académie. Mais derrière ce décor moderne, la misère domine. Les Grecs vivent un nouveau sentiment d'occupation. Face à cette réalité, un rêve unit les Grecs, rassembler tous les territoires grecs sous un même État. C'est la naissance de la Megali Idea, ou, en français, la grande idée. Qu'ils soient du parti anglais, russe ou français, tous les Grecs partagent ce désir. Mais la route est semée d'embûches car les autres peuples balkaniques ont eux aussi leurs aspirations. Des tentatives sont faites pour annexer la Crète, la Thessalie ou l'Épire. Toutes échouent, mais le rêve demeure. Les frustrations s'accumulent, pauvreté, impôts écrasants, églises contrôlées, rois étrangers et catholiques. Et les Grecs n'ont pas oublié que le protocole de Londres promettait une constitution. Dans la nuit du 3 septembre 1843, un coup d'État éclate. Pacifique, mais ferme. Les représentants des trois partis politiques exigent qu'Othon accepte une constitution. Au début, il refuse, mais face à la pression, il finira par céder. En mars 1844, la première constitution grecque est adoptée. Cette constitution reste malgré tout conservatrice, le roi nomme et renvoie ses ministres, l'Assemblée est élue au suffrage censitaire, le Sénat est nommé à vie par le roi. Mais c'est une avancée majeure, pour la première fois, la Grèce a une constitution, fruit de la lutte populaire. Ainsi s'achève cette première décennie de la monarchie grecque, un royaume fragile, étouffé par la tutelle des puissances étrangères, mais qui jette les bases d'un État moderne. Une administration, une université, une capitale reconstruite, mais surtout une première constitution. C'est aussi une époque de désillusion où les Grecs se rendent compte que leur indépendance est encore largement conditionnée par les puissances étrangères. Mais déjà une idée plus grande germe dans tous les esprits, la Megali Idea, ou le rêve de réunir tous les Grecs dans un seul et même État. Voilà pour le 4e épisode de notre voyage sur l'histoire de la Grèce moderne. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, mais également à activer la cloche de notification pour être sûr de ne manquer aucun prochain épisode. Vous pouvez également me suivre sur Instagram, mais aussi me soutenir sur la plateforme participative Tipeee. Les liens sont en description de cette vidéo. Merci beaucoup pour votre fidélité, à bientôt pour l'épisode 5 de notre voyage sur l'histoire de la Grèce moderne. Sur ce, Nastekala.